Les derniers réglages, super. Rien ne sera comme avant. Au vu du télescopage de l'actualité, c'est très vrai pour la cathédrale Notre-Dame, et M. Macron veut que ça soit aussi vrai pour l'après-grand débat national. Ça y est, Capri, c'est fini. Et c'est peut-être le premier jour de notre vie à tous, du moins si la restitution veut bien avoir lieu. Alors tout de suite, messieurs, les pieds dans le plat avec une question de tour de table d'entrée pour cette émission éclairage numéro 16. À l'heure de cet enregistrement, M. Macron n'a toujours pas fait son allocution. Est-ce que vous trouvez que c'est normal, que c'est sain qu'il attende aussi longtemps ? C'est parti. Moi, je veux bien commencer. Marc. Bonjour Marc. Hello. Bonjour à tous et à toutes. Les événements ont rendu que c'était incontournable, nécessaire de repousser. Je pense que le traumatisme créé par la tragédie de l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris faisait qu'on ne voyait pas comment le soir même, le président de la République pouvait intervenir. Soit. Derrière, je crois qu'il y a une volonté, je suis un petit peu long, mais derrière, je crois qu'il y a une volonté d'essayer d'appeler à la cohésion nationale, et finalement, il se sert aussi de cet événement tragique pour peut-être renforcer la préparation du discours et de l'annonce de l'après-débat. Waouh, je n'en peux plus d'attendre. Bernard, avec un sourire, avec un parce regard philosophe. En fait, depuis t'avoir entendu, bonjour Philippe, Hello. bonjour. Depuis t'avoir entendu parler de Capri, c'est fini, je l'ai dans la tête. Désolé. Mais ça serait bien que ce silence s'arrête. Ah, quand même, hein. Ouais. Donc voilà, c'est le mérite d'être clair. David ? Oui, t'as un peu l'impression que c'est un caprice, donc ce serait caprice, c'est fini alors, mais ça, peut-être ce serait... Punchline dès le début, d'habitude on attend un peu plus. Ouais, là, tout de suite, d'entrée de jeu. Ouais. David ? Non, moi je pense que c'est pas trop tôt. Je pense qu'il y a eu ce grand débat qui s'est mené et que ce discours qui doit dire un peu les annonces et les décisions qui ont été prises à la lumière de ce débat devait attendre la fin de ce débat. Et un débat comme ça, qui est quand même un débat de grande ampleur, dont on va discuter du résultat, il est quand même nécessaire. Et moi je suis un peu embêté du fait que je pense que on l'a critiqué avant qu'il se produise, on l'a critiqué pendant qu'il se produise, après qu'il se soit produit, on critiquera forcément tout et j'arrive pas à être dans cette démarche-là. Ah, on t'en veut pas. Hein. D'accord. Ouais, ok. Mais moi, la question portait quand même sur le délai, au-delà du report du lundi soir, date de l'incendie, bien sûr. Ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. La question, c'était, voilà, maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il accouche, quoi, hein. Pourquoi trouver que ce délai est trop long ? Moi, j'ai l'impression vraiment qu'on est dans une frénésie constante d'aller vite, d'aller vite, d'aller vite. Il y a un mouvement qui part, qui amène des évolutions dans la stratégie présidentielle et qui ouvre un grand débat. Il était déjà nécessaire de prendre le temps de ce grand débat. Et je crois que ce temps qui a eu lieu a été nécessaire. On verra s'il est véritablement productif. Et après ce grand débat, on ne va quand même pas, alors qu'il y a eu des expressions par des milliers et des milliers de personnes, de dire il faut aller en 8 jours, concluons ce qui a été dit dans ce débat-là, prenons les grandes décisions et avançons pour la France. À un moment donné, ça n'est pas jouable. Oui, mais d'accord, mais on a eu le temps là Là, moi, je parle du décalage de la restitution. L'allocution était prête, elle était enregistrée lundi après-midi, donc elle est prête normalement. En quoi l'incendie Notre-Dame modifie le contenu des annonces ? Mais quelle écoute de la réception de ceux qui vont la voir ? Tu ne peux pas faire fi quand tu annonces quelque chose comme ça de l'émotion qui habite les personnes. Non, mais lundi soir, je suis d'accord, mais plusieurs jours après, on va attendre. Dans l'agenda présidentiel, je pense que voilà. Après, on arrive dans les fêtes des Pâques, on arrive dans le week-end pascal, on arrive, etc. Il y a d'autres préoccupations. Moi, dans cette émotion qui s'empare non pas des Français, mais de ceux qui sont autour de la table, qui sont Français aussi. Juste ce qui m'interpelle, c'est que on a eu le Premier ministre qui s'est retrouvé devant la représentation nationale. Ben oui, parce qu'il y a déjà eu une restitution le 8 avril. Il a fait une restitution qui n'en était pas une parce qu'il fallait quand même laisser le président s'exprimer dans le détail. Pré-restitution, ouais. Oui, donc on sait quand même un certain nombre de choses. Et puis alors, ce qui est très particulier, je dirais, c'est que alors que la retransmission de cette restitution préenregistrée n'a pas eu lieu, oui.
Ça y est, il n'y a qu'à écouter les grands médias. On sait qu'il y aura déjà des mesures pour ceci, pour cela, pour ci, contre pour ceci, mi, contre... Voilà. Donc, allons-y. Ok, très bien. Bon, alors, on va justement se mettre d'accord sur le périmètre de l'émission. Comme d'habitude, on va poser ensemble, pour nous et pour nos auditeurs, ceux qui nous regardent, les faits et le contexte. On va revenir un petit peu en rétrospective là-dessus, sur le contexte, rappeler effectivement le contenu aussi de ce grand débat, comment il a fonctionné aussi sur la forme et d'un point de vue aussi technique. On va parler un peu statistique peut-être. Deuxième point dans l'émission, quelles sont les questions que ça pose tout de suite, dont certaines polémiques, et des questions un peu plus larges sur est-ce qu'effectivement plus rien ne sera comme avant, puisque c'était ma première phrase de lancement. Donc le périmètre de l'émission, c'est effectivement de revenir là-dessus. Comme d'habitude, pour nous éclairer, c'est ce qu'on voit dans un instant. Éclairage. Sur une tendance de société, sur une actualité, un débat pluriel et surtout, de bonne foi. Éclairage. Ça y est, c'est parti. Donc, grand débat national, c'est fini. Restitution qui a commencé, qui n'est pas terminée, qui a été interrompue par le drame de Notre-Dame de Paris. Et donc, comme convenu, on commence par rappeler les faits, le contexte, suite à ce grand débat national. Par rapport à ce que tu viens de dire, et après je dis une bêtise. La parole aux autres. Oui, en plus, c'est pareil. Il aurait moins pu être poli en disant « Mais non, Philippe ». Le grand débat est fini. Moi, j'espère que... Alors, le grand débat dans la forme, le 15 mars, ça devait s'arrêter, etc., et dans la restitution. J'espère que ça va nous apprendre au quotidien à débattre entre nous, à débattre avec les politiques, et à faire, après les annonces, que les débats continuent. Okay. C'est-à-dire que l'on s'approprie l'ensemble de la réalité des échanges politiques pour dire en tant que citoyen, continuons à contribuer, à enrichir pour construire notre pays. Bon, Marc est déjà sur les suites, c'est-à-dire qu'est-ce qui va engendrer et qui va survivre au débat. Tu avais la main sur le cœur, tout va bien, Bernard? Oui, tout va bien. Oui, alors tout à l'heure, il avait les yeux au ciel en pensant à Capri, maintenant il a la main sur le cœur. Oui, tout va très bien. Okay. C'est juste... de toute façon, quand on parle de grand débat, dans la terminologie qui nous occupe aujourd'hui, c'est cette organisation mise en place par le gouvernement, accompagnée par deux ministres, je crois, pour mettre en place ces lieux de rencontre sur des thématiques, avec un site internet qui était ouvert, où on pouvait aller contribuer, participer sur 4 grandes thématiques. On va les rappeler dans un instant. Ça, c'est fini. Maintenant que ça soit les prémices, ou en tout cas un galop d'essai, pour ce qui peut nous attendre, je suis d'accord avec Marc. Okay. Mais ce qu'on appelle la restitution du grand débat, on l'attend maintenant. Ok, très bien. Ouais, parce qu'en fait, on est quand même face à un président, je pense, qui, à un moment donné, a perdu pied et qui s'est rendu compte d'une distance assez forte avec la population. Je sais pas, enfin, je suis pas dans sa tête, donc je sais pas exactement les discussions qu'il a. Il a quand même parlé d'une crise dans sa cuisine. De la représentativité parmi les 3 crises qu'il mentionne. Oui, je pense que c'est vraiment un baptême du feu qu'il a eu, parce que je crois qu'il a été élu comme ça, d'une façon, avec une montée, une arrivée comme ça sur la scène politique très fracassante et très brillante, on va dire. Et puis il a été élu, face à Le Pen, donc avec une France un petit peu divisée, tout ça quand même, mais. Okay. Je pense qu'il s'est dit, ok, on m'a élu sur un programme, je vais faire ce programme et je vais y aller, et puis je vais réformer la SNCF, je vais faire ceci, je vais faire cela et tout ça. Donc avec une certaine en disant, il faut tenir, c'est ce qu'on attend de moi, c'est quelqu'un, enfin voilà, la décision politique et tout ça. Et je crois qu'il s'est rendu compte tout d'un coup qu'effectivement, il avait perdu pied avec peut-être la population, et qu'il y avait quelque chose qui ne passait pas du tout. Ouais. Et du coup, je crois qu'ils sont en train peut-être de se dire, il faut inventer vraiment le téléphone rouge, là, comme on en avait parlé une fois, c'est-à-dire cette relation pas entre... Rose, non, avec... Je pensais pas à ça. Ils sont taquins tous les deux, là, ça va être dur, je pense, aujourd'hui. Donc, cette relation entre le peuple et la représentation, un canal, alors...
on a organisé avec ce débat national un grand nombre de réunions et un site internet. Ouais, on va parler un peu de chiffres. Peut-être que le site internet va continuer. Le grand débat, ça a été 10 000 réunions, j'ai entendu, avec une moyenne de 50 personnes qui y assistaient. Donc ça veut dire qu'il y a 500 000 personnes qui ont participé à une réunion ou plusieurs, en tout cas il y a eu 500 000 personnes, bref, voilà, il y a eu du monde et ça n'a pas coûté si cher, je trouve, que ça, finalement. Je trouve que chaque année on pourrait faire ça. Non mais c'est vrai, une vingtaine de millions pour vraiment et je crois que ça m'a fait imaginer quelque chose. Peut-être qu'on en parlera après dans les idées de la suite. Je me dis qu'il faudrait faire une sorte de chaîne YouTube ou une émission régulière quelque part où on fait un état des projets de loi, de ce qui a été fait, de l'évaluation des lois précédentes, de savoir comment est-ce qu'on arrive à voir l'efficacité des lois précédentes. Je sais qu'il y a eu des discussions sur l'ISF et une des annonces possibles, c'est que, non pas que l'ISF va être rétabli, mais réévalué. Ce qui a toujours été dit, la dernière fois qu'on en a parlé, c'était ça. Mais peut-être que là, l'urgence de bien l'évaluer va réapparaître. Par rapport à ta question, Philippe... Je suis pas sûr que vous êtes en train d'y répondre là, mais c'est pas... Je vais essayer. Ce qui a été aussi intéressant dans la démarche du grand débat, Marc. Et je verrai, parce que pour moi, ce qui m'intéresse, c'est la prospective. On a compris. Oui, parce que sinon, ce qui me paraît, c'est que dans ce grand débat, il y a eu différentes portes d'entrée pour débattre. Je m'explique. Il y a eu effectivement ce que vient d'expliquer David très bien, les débats, avant tout locaux, de proximité. Et si je dis la prospective, c'est que j'en ai assisté à plusieurs. Donc c'est pour ça que les 500 000, je suis toujours prudent, parce que c'est pas obligatoirement des personnes. À combien? Mais à combien? À 3. Donc ça fait moins 500 000 moins 3. Le bon exemple et la bonne moyenne. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est que là, moi, j'ai senti véritablement des personnes. Alors c'est une minorité de Français, mais comme les Gilets jaunes sont une minorité de Français, des personnes qui avaient envie de se dire: poursuivons ce que nous venons de vivre ensemble. On a eu une vraie dignité dans la capacité de s'écouter, d'échanger, d'apporter nos idées et d'écouter les idées des autres. Mais moi, j'espère véritablement que cette démarche locale, au sein d'une commune ou de plusieurs communes, elle puisse se poursuivre, parce que la réalité du débat est là. Mais ce qui a été intéressant aussi dans ce débat, c'est le débat entre élus et avec les élus, le débat avec les parlementaires, le débat avec un certain nombre d'instances de représentation en tant que telles. Et je crois que là aussi, par rapport à ce que disait David de manière très intéressante, c'est de se dire comment le président Jupiter, auréolé de sa hauteur, a souhaité tenter de retrouver, alors je ne suis pas sûr qu'il y soit arrivé, un dialogue plus direct, de se dire: oui, je ne suis pas en haut, je suis là pour venir vous écouter. Mais finalement, c'était sa démarche de la campagne présidentielle. Je viens d'abord vous écouter, comprendre la logique dans laquelle vous êtes et les attentes qui sont les vôtres. Eh bien, il a repris cela. J'ai l'impression, et dans la question que tu posais, je m'arrêterai là, Philippe, et c'est pour ça que je dis attention à l'urgence, qu'on remet finalement le président, alors il s'y remet lui-même en disant il faut attendre la parole du président, on le remet dans une position de Jupiter. Moi, je crois que ça, c'est excessivement dangereux, et j'espère qu'il va être attentif à cela. Il n'y a pas eu que les réunions dont parlait David, ni les rencontres avec les élus. Oui. Il y avait le site internet, cette plateforme internet. C'est ce que je voulais proposer. Il y avait ces cahiers de doléances. Tout à fait. De 22 pages. Oui, 20 000 cahiers de 22 pages. Voilà. Donc il y a déjà des chiffres qui ont été donnés. 30 000 courriers. Voilà. On avait, quand tu as parlé de plusieurs portes d'accès à ce débat, je voyais aussi celle-ci. Tu as fait raison. Et alors, moi, ce qui m'a interpellé un petit peu, si je peux me permettre, c'est, je suis pas dans la prospective, je suis dans l'analyse là. C'est le fait de voir que la population qui participait à ces débats, ce qu'on a pu en voir en tout cas, parce que j'ai pas participé à autant de débats que Marc, mais la population qui était là était quand même une population relativement âgée. Les jeunes de moins de 30 ans, il n'y en avait pas beaucoup. Or, c'est là un des gros soucis de notre système politique, de notre démocratie, où la participation au scrutin,
il y aura les européennes, mais il y aura d'autres élections. L'élection européenne, parce qu'il n'y en a qu'une, ne l'oublions pas, il n'y a pas de second tour, ni de troisième tour, ni de choses Avec comme ou ça. sans les Anglais. Voilà. L'élection européenne, et puis après il y en aura d'autres, mais les jeunes, qui sont quand même ceux qui vont porter les choses plus tard, ben, ils n'y sont pas. Bernard, ce qui est intéressant, c'est que dans ce débat, effectivement, ils ont été peu présents. Dans la réalité de la campagne Gilets jaunes, ils n'étaient pas véritablement là non plus. Ce n'est pas les jeunes qui se sont exprimés. Et c'est une vraie question, c'est quelle forme d'expression les jeunes aussi, pour dire leurs aspirations, pour dire leur vision de la société, quelle forme d'expression ils souhaitent mettre en place, ou est-ce que c'est de se dire, eh ben, écoutez, portez vos responsabilités, si ça ne nous plaît pas, eh ben, on aura une forme plus radicale d'expression. J'entends bien, mais une des thématiques, c'était quand même la transition énergétique, la question du climat, on va le dire comme ça. Oui. Or, il me semble que sur ces questions-là, il y a des mouvements où les jeunes sont hyper présents. Oui. Je pense à la petite Suédoise. Oui, tous les vendredis. Manifestation du vendredi. Voilà. Oui. Je veux dire... et alors, est-ce qu'ils ont participé? Est-ce que tu penses que c'est la forme, du coup? Pourtant, il y avait plusieurs portes d'entrée, effectivement. Non, je crois que c'est tout simplement parce que c'est un projet, entre guillemets, porté par un gouvernement. Donc, non, c'est du politique. Alors, donc, je n'y vais pas. C'est un peu dévieux aussi. Je sais pas si dans les statistiques sur le site, parce que sur le site, il y a les restitutions suivant les différentes thématiques et tout ça, je ne sais pas si les contributions écrites sont majoritairement des personnes plus âgées ou s'il n'y a pas eu plus d'investissement des jeunes dans la participation sur Internet que dans les réunions présentielles. Juste, pardon, pour rappeler les 4 thèmes, puisque ce grand débat était quand même un petit peu encadré, on va dire. D'accord. Je le dis de manière tout à fait neutre, donc cadré. Tu essaies de le faire par rapport à la priorité des résultats qu'il y a eu, c'est-à-dire commençons par le thème qui a eu le plus de succès, entre guillemets, et puis ainsi de suite, ça nous permet d'avancer. C'est parmi le 4. Et en plus, il faut que je les classe. Ah oui, en plus, il faut que je les classe. Alors, on va voir si je suis un bon élève. On va te corriger si c'est pas bon. Voilà, très bien, super. Donc, la fiscalité et les dépenses publiques, le niveau de dépenses publiques. Bravo, et très nettement en tête. Très nettement en tête. C'est Marc qui donne les points aujourd'hui. Très bien. Philippe, 2 points. Démocratie, citoyenneté. Ah, ça n'est que le 3e. Et transition écologique. C'est le 2e. Et le dernier, l'État et les services publics. Vraiment assez plus bas, même s'il y a quand même des expressions importantes. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. On y reviendra sur la question de comment débattre et surtout comment, au cœur du débat, faire des propositions. Moi, j'ai été très frappé de l'écoute, de dire on a des idées, on a des envies, mais mettre en forme les conséquences de ces envies pour pouvoir construire, là, on est un peu sec. À propos de la mise en forme, que pensez-vous? Alors, j'ai bien compris on avait l'air d'être très positif, on ne voulait pas participer on a critiqué avant, on a critiqué pendant, on a critiqué après. Bon, il y a eu un début de polémique sur la restitution ou la pré-restitution du Premier ministre était partielle. Et du coup, elle serait un petit peu biaisée au vu de la quantité monumentale de contributions, presque 2 millions, 1,9 million, qu'il fallait dépouiller. La réponse d'une des 5 garantes du grand débat national à dire c'est vraiment une polémique stérile. On trouve que la quantité, entre guillemets, dépouillée était suffisante en termes de masse critique pour qu'on puisse déjà communiquer à l'ensemble de la population un minimum de retour. Vous en pensez quoi sur ce côté retour partiel, biaisé? Alors, le dépouillement continue. Vu la quantité, il y a eu énormément de traitements automatiques. Ouais. Donc les sociétés qui ont été mandatées pour analyser ces textes-là, en fait, on scannait les textes et tout ça, et ensuite on fait des espèces de reconnaissance de mots-clés pour essayer de faire émerger les thématiques. Ce qui veut dire qu'on arrive à voir une sorte de température, des zones rouges et tout ça, mais on n'arrive pas à voir le détail, non seulement des souhaits des gens, mais en plus des propositions. Parce que là, dès qu'on a une idée originale, elle va être complètement noyée dans une masse de choses redites. Et ça, c'est pas une société mandatée qui va pouvoir faire ça. C'est un vrai service de l'État qu'il faudrait inventer avec un ministère des bonnes idées ou je sais pas quoi, quelque chose qui organise ce téléphone rouge pour que vraiment
quand on envoie une idée, on a l'impression, on est le sentiment que quelqu'un va la lire vraiment et va rassembler ça. On va pas se perdre dans un tonneau. Voilà, donc là, je veux dire, il fallait sentir, c'était quand même le besoin, c'est qu'il fallait vraiment sentir la température, savoir où les gens, la majorité des gens, et pas la majorité des gilets jaunes, la majorité des Français voulaient qu'on mette l'effort et résoudre les problèmes. Je pense que ça a permis de faire ressortir les choses, mais qu'on en ait géré la moitié ou la totalité, statistiquement, de toute façon, on est sur un niveau de représentativité qui est suffisant. Donc, de toute façon, c'est comme si on fait un sondage à 1000 personnes ou à 2000 personnes, ça va rien changer. Okay. Si l'échantillon est représentatif. Ouais. Et là, vu la quantité de propositions, on peut considérer qu'il est assez représentatif. Certains contestent justement que ça n'est pas suffisamment représentatif. C'est-à-dire que c'est finalement un peu ce que disait Bernard, c'est un certain type de population plutôt âgée, etc., qui se sont exprimés, et donc c'est pas la représentation de la France. Oui, moi, ça m'interroge toujours beaucoup quand on se lance dans cela, parce que y a eu une expression qui quand même est relativement massive par rapport à des processus inhabituels dans notre pays. Je trouve que c'est intéressant. La représentation, je crois que ce que dit David est très juste. Alors, ça serait intéressant, un ministère des bonnes idées. Mais c'est comment on est à l'écoute. On peut faire tous les débats que l'on veut. La question, c'est comment un politique, dans sa responsabilité, écoute son peuple, écoute les citoyens pour pouvoir en tirer les conséquences à partir de l'écoute, mais à partir aussi de l'exigence de sa responsabilité. Parce qu'on peut dire les plus belles choses, mais parfois elles sont totalement incohérentes dans la réalité d'une gouvernance, dans la réalité du monde, etc. On va bientôt aborder aussi la restitution. Juste pour terminer sur l'éventuelle polémique, j'ai écouté l'éditorialiste du journal L'Humanité qui dit que ce grand débat, c'est une manipulation politique qui veut faire passer les gilets jaunes pour des antidémocrates parce que eux ils prennent la parole, c'est vrai, mais de manière violente. Nous, vous voyez, on est les bons démocrates parce qu'on organise un débat et on fait parler tout le monde. C'était assez virulent, hein. Et que c'est un peu orienté. Ok, Bernard, il est très expressif. Mais... D'ailleurs, excuse-moi, j'allais te couper. J'ai envie de dire, j'entends là quelque chose qui résonne avec, on va pas en parler maintenant, mais la problématique des dons pour la reconstruction de Notre-Dame, de Paris. Le parallèle. Oui, c'est inadmissible, toutes ces grandes fortunes qui donnent de l'argent. Ça veut dire qu'il y a de l'argent. Stop, quoi. Stop. Démocratie, pas démocratie. Ouais. C'est vrai que moi, ça m'est arrivé d'être bloqué par à un rond-point de gilets jaunes. C'était une petite minorité qui, au niveau de la marche démocratique, m'empêchait d'avancer. Oh, alors ça c'est super. Et du coup j'ai une inspiration là, ça peut me venir. Je me suis demandé quand même. Mais bien sûr que ça peut te venir. Oui, merci beaucoup les gars. Franchement, dis-lui. David. Il est quand même bien. Il faut d'abord écouter ton inspiration avant de te dire que c'était une inspiration. Homme de peu de foi qui a toujours besoin d'avoir des signes. C'est quand même incroyable ça. Ah, on est en pleine actualité. On est en pleine actualité, ouais, tout à fait. J'étais en train de me dire parce que j'ai écouté Pascal, hein, bien sûr. Bien sûr. Des gilets jaunes. De toute façon, quelles que soient les initiatives démocratiques, notamment l'éditorialiste de l'Humanité, à partir du moment où je me situe dans une envie de renverser la table, ça s'appelle une révolution, douce ou hard, de toute façon, ça ne me parle pas ce qui se passe. L'éditorialiste de l'Humanité, clairement, et je peux entendre ce qu'il veut dire, hein, il veut renverser la table. Quand j'entends les gilets jaunes qui ont été interviewés qui disent « mais nous, ça ne nous va pas tout ça parce qu'on veut la dissolution de l'Assemblée nationale et la démission du président », ils sont sur un autre niveau de revendication. Donc, ils sont sur le côté « nous, on veut renverser la table, on ne veut pas juste réaménager les couverts. » Que représentent ces ceux ? Oui, peut-être. Non, mais c'est quand même toute la difficulté parce qu'à l'intérieur, et pareil pour les dons. À l'intérieur des gilets jaunes, ça a été une des polémiques à l'intérieur du mouvement. Je t'ai inspiré. Il y en a qui ont dit « oui, il est légitime que nous puissions participer à ce débat très organisé, donc peut-être un peu biaisé en tant que tel comme forme démocratique ». Donc il y en a qui ont dit, et c'est à peu près la moitié, oui, on va participer. D'autres qui ont eu une position, comme tu viens de le dire, beaucoup plus radicale. Globalement, disons, même s'il peut y avoir, au moins dans un premier temps, un acquiescement de la population,
ça reste quand même une réalité très minoritaire. Et dans cette réalité, il y en a qui ont joué le jeu du grand débat parce qu'ils estimaient qu'à travers le mouvement, il était nécessaire de pouvoir s'exprimer aussi sur cette forme organisée. Bon, alors, même si tout n'est pas officiel, qu'est-ce qui sort a priori en tant que restitution ? David, tu avais quelque chose sur le bout des lèvres. Oui, je voulais dire, par rapport. Enfin, bon, maintenant ça devient un petit peu froid. Ça refroidit vite chez nous. Non, c'était sur la question du contact avec la population que Macron pouvait avoir. Oui. Il a eu avec les maires, en tout cas. Moi, j'ai plusieurs fois théorisé sur le syndrome de la tour d'ivoire, c'est-à-dire le fait qu'un président se retrouve comme ça à un moment donné tellement sous pression qu'il s'isole et qu'il ne s'entoure plus que de quelques conseillers. Tu l'as déjà évoqué lors d'une émission précédente. Qui peuvent être très délétères et qui lui donnent ce sentiment de toute puissance, alors qu'en fait, il n'a plus de pied sur la réalité. Donc, je pense que, voilà, manifestement, il est confronté à ça. Et du coup, les Gilets jaunes, je pense, d'une façon qui est relativement pacifique quand même. Je veux dire, voilà, il y a eu des blocages de ronds-points, il y a eu des manifestations plein de fois, donc il y a eu des violences périphériques. 22 samedi. Il y a eu des violences périphériques, mais quand même, en gros, on a eu un mouvement de manifestation massive qui a amené le gouvernement à mettre en place un système d'écoute de la population. C'est bien de rappeler l'élément déclencheur du grand débat national quand même. Je dirais que c'est ça, voilà, c'est le résultat. Après, il y a des gens qui ont perdu un œil ou une mâchoire dans l'histoire, mais quand même, en gros, il y a des centaines de milliers de personnes qui se sont mobilisées pour obtenir ça. Tout à fait. Et j'en étais pas à l'origine, mais je veux au moins reconnaître qu'ils ont apporté ça. Moi, j'étais pas associé à l'origine. D'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'aussi que ça me fait penser à Churchill, qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant des décisions très difficiles, puisqu'il y avait quand même les Allemands qui repoussaient les Anglais et les Français, ils ont dû quitter Dunkerque, ils étaient sous la menace vraiment d'une invasion allemande, et il y avait des ministres qui lui disaient, il faut composer peut-être avec les Allemands, tout ça, voilà. Et il ne savait pas quoi faire, il était vraiment sous pression, aux portes vraiment presque d'une destitution par son gouvernement. Et alors ce qu'il a pris l'habitude de faire, c'est qu'il est descendu dans le métro, et il s'asseyait comme ça dans le métro, tout le monde le reconnaissait, et puis il discutait avec les gens. Et il disait, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on compose avec les Allemands, tout ça ? Et alors les gens ont dit non, tout ça. Et après il remontait, et il retrouvait l'énergie pour mettre en œuvre et affronter tous les lâches de son gouvernement qui voulaient composer avec les Allemands. Et je me dis, il faudrait, d'une certaine façon, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, je ne sais pas si Macron le vit comme ça, j'espère. D'accord. Donc, d'une certaine façon, il est descendu dans un métro géant et il a dû entendre les gens râler, exprimer, pas seulement râler d'ailleurs, exprimer leurs envies. Okay. Super intéressant ce que tu dis, je trouve, parce que se pose toujours la question du niveau d'écoute. Oui, Churchill a été au bas du métro, à écouter ceux qui l'entouraient, à écouter. Je crois que la volonté d'Emmanuel Macron, ça a été d'écouter. Et en même temps, il n'a pas pu se défaire que la plupart du temps, c'était une écoute un peu professorale. C'est-à-dire que derrière, en bras de chemise, il reprenait, il affrontait pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, 7 heures. Il était sur le ring. Et du coup, on n'est plus sur le même niveau d'écoute. C'est toujours cette question-là. Moi, je crois que de toute façon, Valérie Pécresse a trouvé la solution, puisqu'elle va ouvrir le métro à Paris plusieurs nuits par semaine. Oui. Voilà. Non, c'était juste des nocturnes. Des nocturnes, voilà. Des nocturnes pour écouter démocratiques. des nocturnes. Pas que les gens qui sont actifs dans la vie quotidienne entre le lever et le coucher du soleil. Si le président venait à faire comme Churchill et à descendre dans le métro à Paris, il aura l'occasion de croiser des nocturnes. Je propose que dans des un oiseaux instant, de nuit et pas des oiseaux de malheur. On aborde les restitutions, ce qui a déjà été un peu été dit, ce qui est encore un peu hypothétique. Éclairage. Sur une tendance de société, sur une actualité, un débat pluriel et surtout, de bonne foi. Éclairage. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez, émission éclairage consacrée à l'après-grand débat national pour lequel la restitution n'est absolument pas complète puisqu'à l'heure de cet enregistrement, Emmanuel Macron n'a pas fait son allocution. Néanmoins, justement, avant la pause, on a reposé le contexte et les faits et déjà dressé des perspectives sur qu'est-ce que ça peut engendrer l'après, et aussi les envies et les idées. On a parlé de téléphone rouge démocratique, de métro nocturne dans lesquels les nouveaux Churchill d'aujourd'hui pourraient descendre pour écouter... Le ministère des bonnes idées. Le NBI, le ministère des bonnes idées, voilà. Par la main. Par la main. Et maintenant, concrètement, là, à court terme, ça accouche
ça accouche de quoi? Sur quoi on peut s'avancer sans forcément qu'on soit dans les fake news là, en termes de décisions potentielles? Puisque Édouard Philippe a déjà pris la parole quand même, c'est officiel. Hein. Juste, c'est pour Marc. moi, à mon avis, de nécessité de distinguer, et j'aimerais que dans ce débat, on puisse le faire aussi, de distinguer ce qu'est la restitution, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est dit. Oui. Hein, mettons à plat, qu'est-ce qui s'est dit. Moi, j'ai du mal à voir exactement tout ce qui s'est dit, c'est-à-dire un résultat. Et parce que quand tu parlais même de l'attente de la restitution de Emmanuel Macron, en fait, c'est pas l'attente d'une restitution, c'est l'attente des décisions. Voilà, moi, ce que j'ai compris de la restitution, et voilà ce que je vais mettre en œuvre en tant que président de la République pour la gouvernance de mon pays dans les prochains mois. Oui, on a classé les 4 thèmes par ordre effectivement d'importance en termes de contribution, et il a déjà laissé paraître qu'il y avait un désir d'équité, notamment fiscale. Ok, suite à un ras-le-bol fiscal. Donc justement, si on enchaîne sur les décisions potentielles. Alors moi, je me suis imprimé parce que je donne cette information parce que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a 4 rapports PDF, 4 fichiers PDF qui sont disponibles sur le site du Grand Débat, qui font une synthèse des contributions, en particulier des contributions fermées, enfin aux questions fermées, c'est-à-dire la liste cadrée de questions pour faire évoluer les séances. Donc on a une description de la méthode à chaque fois qui a été faite, du nombre de contributions. Ensuite, il y a un résumé qui donne vraiment en quelques pages les pourcentages, les gens, vraiment là où les gens mettent l'importance, quelques commentaires, quelques idées, et ensuite le détail vraiment. On voit pas beaucoup les contributions spontanées là-dedans, ça remonte un petit peu. Les questions ouvertes, tu veux dire? Voilà, les questions ouvertes, les contributions ouvertes, parce que je pense que celle-là, effectivement, nécessite un travail de fond qui me prendra beaucoup plus qu'un mois ou 2 mois supplémentaires, à mon avis. D'accord. Et j'espère qu'il y a des gens au ministère dans les ministères qui vont travailler là-dessus. Donc, qu'est-ce qui ressort alors du coup? On peut s'y mettre à plusieurs. Hein. Alors, effectivement, donc, moi, je dirais qu'il y a... il y a le besoin de encore exprimé sur la démocratie, c'est-à-dire d'une représentation plus contrôlée, une représentation nationale plus contrôlée et plus réduite. On a des comptes à rendre. Peut-être moins coûteuse, avec plus de comptes à rendre. Tout à fait. Et des moyens de référendum, mais particulièrement locaux. Je pense que c'est là-dessus où ça fait vraiment l'unanimité. Tout à fait. Ensuite, sur la partie fiscalité, effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire sur la fiscalité? Alors, suppression peut-être certaines niches fiscales. Alors, il y a une revendication de la TVA à 0% pour certains biens. Hein. Ça, je ne sais pas si ça va être acté. On a un problème avec les lois européennes. Eh oui. On ne peut pas avoir clair. Une TVA en dessous de 5,5. Alors, oui, effectivement. De 5, pardon. En 5%. Tout cas, c'est réduire l'impôt par réduire la dépense publique. C'est quand même ce qui apparaît. Avec un truc qui est très surprenant, je trouve, c'est qu'il y a un grand nombre de personnes qui réclament vraiment de revoir les conditions d'attribution des prestations sociales. Avec ce sentiment diffus qui ressort qu'il y ait un peu des abus, que beaucoup de gens bénéficient de prestations sociales sans vraiment contrepartie, et donc de leur demander de faire des travaux d'intérêt généraux et tout ça. Sans aucun rapport, la suppression des privilèges accordés aux anciens présidents, vous avez vu que ça ressort vachement. Hein. Pourquoi? Parce que je crois aussi que ce qui ressort de cette restitution est une attente des Français, c'est un meilleur équilibre, une meilleure justice fiscale réelle, qui va jusqu'à, c'est quand même intéressant de dire, mais même les plus pauvres, symboliquement, devraient payer un impôt minimal. Alors on sait que ça va coûter très cher, que c'est difficile, mais c'est de se dire, finalement, ce qui nous fait citoyens, quelle que soit la réalité de vie dans laquelle on est, c'est aussi notre contribution à la solidarité nationale. Alors bien évidemment, la TVA y contribue, et ô combien fortement. Mais voilà, comment on s'inscrit là-dedans? Derrière, il y a aussi... Bernard faisait une aparté par rapport au financement des travaux Notre-Dame, etc. On est aussi au cœur de cela. Est-ce que les grandes fortunes, donc cet argent qui paraît quand même disponible, c'est vrai que quand on met sur la table comme ça 100 millions et que nous, pauvres Pékin, on se dit mais 100 millions c'est inatteignable. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à des années de travail? Toute une vie ne suffit pas pour cela. Et que l'on se dit derrière, on pourrait proposer qu'il y ait 90% de cette somme versée qui soit finalement non imposable. Ça veut dire que finalement l'État va payer. Il y a quelque chose qui là est indécent. Donc ce qui me semble là, et à mon avis très compliqué, c'est comment trouver une meilleure justice fiscale pour que ça soit que finalement tout le monde à la hauteur de ce qu'il représente et de ce qu'il a peut
participer à l'élan national et donc à la solidarité. Alors du coup, avec peut-être l'introduction de 2 tranches supplémentaires, marginales d'imposition, impôt sur le revenu, mais ça, c'est 5 et 10%, confirmé, ouais. 5 et 10% avant celle du 14%. On parlait de fiscalité, on a parlé des avantages des ex-présidents. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours... je suis désolé, ça fait très beauf, café du commerce, mais je suis révolté depuis des années par le fait que sous peut-être d'anciens présidents, on a une bagnole, un chauffeur, un garde du corps, un secrétaire, un logement, un machin. C'est un peu tout. Et moche, des indemnités, non? Ouais, franchement. Et les sénateurs, surtout. Les ouais, sénateurs non, qui mais ont des privilèges à vie. Non, mais c'est... Non, mais ça, c'est il moyenâgeux, là. va falloir modifier arrêter, la langue quoi. française. Ah bon? Bah oui. Quoi? Bah, un train de sénateur, tout le monde sait ce que c'est. Ouais, c'est vrai. Ouais, d'accord, mais on n'est pas obligé d'avoir le wagon première classe tout le temps, quoi. Alors, bon, dans les autres pistes, Oui. il y a qui rentrent un peu dans cette question de justice sociale. Oui. Il y a la possibilité de réindexer les les retraites, oui, en dessous d'un seuil des 2000 euros 2000 mensuels, euros. apparemment, ouais. Ça fait partie des choses qui pourraient... C'est-à-dire qu'on revient en arrière, puisque... là-dessus, en tout cas. Oui, tout à fait, ça c'est à voir. L'ENA, Ce qui n'est quand même, Oui, non, mais ça, ce qui n'est quand même pas illogique en Oui, soi. bah non, mais C'est-à-dire que pour ceux qui ont, entre guillemets, des petites retraites, mais ça pourrait aller plus largement, de se retrouver avec une retraite qui d'année en année baisse parce qu'elle n'augmente pas alors que le taux d'inflation est là, même s'il est relativement minime aujourd'hui, ça me paraît logique de restituer cela. Je pense que quand on a pris la décision de ne pas le faire, mais c'était une erreur énorme. Bah, Bon. Déjà, il y a eu en décembre le fait de dire que Bernard. la hausse de la CSG ne s'appliquerait pas sur ces retraites. Il faut juste aussi regarder les choses en face. Lorsqu'il est question d'éventuellement revaloriser ces retraites, c'est à partir du 1er janvier 2020. C'est pas là, voilà. Donc, il va y avoir un delta temps entre l'annonce et le fait que les gens vont le voir, Ouais. vont le sentir. Derrière, il me semble aussi, et c'est un des résultats du débat, c'est la perception que l'opinion publique a. C'est vrai qu'aujourd'hui, la perception, Toujours, hein. c'est de dire finalement les privilégiés de notre société, pour bon nombre, c'est les personnes retraitées. Parce que finalement, elles vivent mieux que nous qui sommes au travail. Mais cela, ça repose sur pas grand-chose, parce que derrière le monde des retraités, c'est aussi bien souvent un monde de très grande précarité. Alors, est-ce que du coup, la suppression de l'ENA, c'est aussi une question de perception? Bing. Alors, Si jamais elle est suppression de confirmée, l'ENA, c'est quelque chose Non, qui a c'est- été... Oui, parce que là, tu... J'ai dit, ouais, ok, à voir. En tout cas, À voir. ça faisait partie des pistes sur la table. On va voir non. si effectivement c'est confirmé lors de cet enregistrement. Si jamais ça devait avoir lieu, question de perception, ça y est, les élites sont à terre. Non, parce que M. Macron sais pas lui-même si est c'est- issu Non, de l'ENA, et l'un des majors d'ailleurs, je crois, ou l'un des tout meilleurs, et comme la quasi-totalité des grands... Alors, moi, je sais pas. ça Moi, m'a j'ai fait laissé- Sciences Po, ça alors... m'a- ça m'a et l'ENA est laissé- à Strasbourg, c'est un super bâtiment en plus. Ça m'a laissé un peu perplexe, parce que je me dis, Ah bon je prends l'expérience, j'ai vécu 2 ans en Haïti, un pays ô combien décimé, mais une des réalités de la difficulté qu'elle traverse, c'est justement l'incapacité de former ceux qui peuvent demain des gouverner. Et je crois qu'un pays a besoin, alors c'est l'ENA, et peut-être qu'il faut la restructurer, peut-être qu'il faut On va l'appeler l'appeler différemment, autrement. mais Tu vois on ne Ouais. manquera pas le Tout à fait, moi je suis que d'accord. pour acquérir un certain nombre de compétences, mais aussi de postures, eh ben, il faut se former. Bon, ok. Euh, Moi, je pense que ça enlèvera pas les élites du pays de supprimer l'ENA, mais bon, si jamais c'est fait. non, mais De toute façon, l'être humain a toujours Non, des mais- élites. Ouais, parce qu'en plus, je pense qu'il faut que ce soit une élite qui qui entre soit... sans prévenir. Pardon? Non, c'est rien. Poursuis, David David. J'ai- On enchaîne, non, J'ai non. dit, oui, c'est pas seulement une élite au sens intellectuel ou sens formation. Je pense que c'est aussi une forme, j'espère, normalement, qui formait à un certain sens de l'État, c'est-à-dire C'est ça, la posture. voilà, des administratifs, enfin des hommes qui sont vraiment dans cette truc-là. Et je veux dire que si on fait pas ça, dire les élites qui vont devenir ministres ou dans les trucs, ce sont des gens qui auront un lien avec le privé aussi, avec peut-être des conflits d'intérêts beaucoup plus forts que les personnes qui sont formées à la conduite de l'État, au corps de l'État. Ok. Et voilà, moi je voudrais pas que nos ministres soient tous des anciens animateurs de la télé ou des choses comme ça. Enfin, je veux dire, il faut. Tu penses à qui? Cyril. Cyril. Enfin, non, mais bon, voilà, c'est pas simple de gérer un État comme la France, donc je pense qu'il faut quand même de une gérer des administration Français, Par solide. contre, ce qui est Mais intéressant, c'est très conservateur du coup. Mais éventuellement, sur cet effet d'annonce, ce qui est intéressant, c'est derrière de repenser comment on forme. Comment on forme pour que, effectivement, ceux qui ont accès à la gouvernance, accès au pouvoir, ne soient pas réservés à une unique caste qui se trouve entre elles, qui pense comme elle estime, et qui finalement, et on revient à cela,
et pas véritablement à l'écoute du citoyen, à l'écoute du pays, parce qu'elle considère avoir été formée et donc savoir, ce que les autres ne savent pas. Voilà, ça peut-être que c'est une transformation absolument nécessaire, mais on ne manquera pas que pouvoir servir un pays, moi je suis convaincu que ça s'apprend pas uniquement à travers du savoir, mais comme on a l'habitude de le dire, à travers du savoir-être. Je parlais de posture. Comment on habite cela? Et justement, est-ce que l'augmentation potentielle de la proportionnelle aux élections, ça fait partie des pistes issues du grand débat national, si jamais elle est décidée, ça semblerait aller dans le bon sens d'augmenter le pourcentage de proportionnel? On va encore se retrouver. C'est ce on va encore se retrouver avec un problème de seuil. Oui. À partir de quand, sur quel type d'élection, est-ce que, je veux dire, ou bien on le fait, ou bien on le fait pas. Ça me semble difficile. Quoi, total proportionnel? Ben oui. Waouh. Ça, c'est de la démocratie. Waouh. On a déjà connu ça. On a déjà connu ça sous les anciennes républiques. Alors je vais pas ouvrir. Il y a d'autres pays aujourd'hui qui fonctionnent avec ça, avec un premier ministre qui est élu issu d'une coalition parlementaire. Voilà, c'est pas forcément plus stable et plus efficace. Je crois que ce que dit David est ça l'essentiel. La proportionnelle, ça permet de mieux représenter la réalité des votes des Français. Donc je crois que c'est une bonne chose sur ce plan-là. Bon. Après, et c'est là où le dosage dont parlait Bernard est compliqué et subtil, c'est ce que dit David, c'est-à-dire que proportionnel, ça veut dire trouver des alliances de partis qui ne pensent pas obligatoirement les mêmes choses. Et dans la gouvernance, et alors dans l'expérience française, ô combien ça a été douloureux à certains moments de l'existence de notre vie politique, en particulier la 3e et 4e République. Je pensais à ça. Mais plein d'autres pays le vivent. C'est que les alliances, et l'Angleterre en est caractéristique aujourd'hui. C'est que nous ne pouvons gouverner qu'avec des alliances, et parfois des alliances de contre-nature. Voilà, ça pose question. On est quasiment déjà au bout, c'est incroyable. J'ai pas vu le temps passer, particulièrement aujourd'hui. Du coup, vous estimez que l'après grand débat pourrait accoucher d'un nouveau contrat pour la nation, je cite, et que en fait l'idée c'est de transformer les colères en solutions. Je cite toujours. En tout cas, c'est l'espoir, parce que j'ai entendu pas mal d'idées, que ça se reproduise, qu'on refasse ça tous les ans, qu'il y ait un téléphone rouge, qu'il y ait un ministère des bonnes idées. Marc était vraiment dans la perspective. Le métro reste ouvert la nuit. Tout à fait. Et qu'on refasse ça. Parce je pense qu'il y a une vraie, je pense qu'il va y avoir quelque chose, un avant et un après sur vraiment le fonctionnement démocratique en France. Voilà, qui est un pays avec sa propre culture, sa propre histoire et peut-être sa propre capacité d'innovation en la matière. Donc je pense qu'effectivement il y a quelque chose qui va devoir se créer, qui ne va pas pouvoir retomber. Je pense que il y a ce débat, cette façon de contribuer au fonctionnement de l'État, sa simplification qui passe aussi par effectivement pas mal d'accès à des services numériques. Et le site du Grand Débat est pour moi un service public numérique aussi. Et donc après sur la fiscalité, oui, je pense qu'il y a des choses qui vont avancer. En clôture. Ce que je veux dire, c'est que là on travaille sur les moyens de faire fonctionner la démocratie, mais on ne s'est pas encore mis d'accord sur l'objectif qu'on veut atteindre avec ces moyens-là. Par exemple, parce que ça, c'est fait pour travailler tout ça, pour avoir des ressources. Il y a les 4 grands thèmes. Sur quoi on investit? On n'a pas parlé d'emploi. C'est assez surprenant quand même que sur une consultation, on ne parle pas d'emploi. Pour poursuivre ce que dit David. Et pour terminer. Et pour terminer, on est à 42 minutes et conclusion. Super. Bah oui, parce qu'il faut terminer. Il y a 6 mois où on en était. On n'en était pas du tout dans cette perspective-là. Effectivement, une novation extraordinaire pour la France, le mouvement des Gilets jaunes et la réaction d'un État qui dit « ouvrons un débat » et ouvrons un débat qui doit porter une transformation de notre pays à partir des désirs de citoyens. Je trouve que ça, c'est quand même quelque chose d'étonnant sur un laps de temps très court. Quelle évolution il y aura? Le dernier point que je voulais dire, c'est ce qui m'étonne, et parce qu'on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé du tout pendant nos quasi 5 minutes ensemble. C'est le point qui est arrivé en deuxième de la transition écologique, qui est pour moi la question fondamentale de fond de transformation de notre société. Je me dis, il y a une écoute, il y a des intentions, mais comment on investit cette transformation-là, je crains qu'on soit encore très faible.
Ok, Bernard, Malheureusement. Mais peut-être terminer. qu'une des pistes qui va être celle d'adapter le référendum d'initiative partagée, tout à fait. Bravo qui pour le existe terme. depuis 2008, ça va permettre de distiller dans notre vie démocratique de nouvelles pistes de réflexion et pourquoi pas sur Ok. la transition énergétique. Très bien. Écologique. Bon, bah écoutez, manifestement, Capri, c'est pas tout à fait fini. Ah non. Et ça nous va bien. Du coup, on va pouvoir laisser Bernard regarder de nouveau au ciel avec cette chanson dans la tête. C'est ainsi Puis, que... Quoi, et la main sur le cœur. Peut-être, Philippe, revenir dans quelques semaines suite aux véritables annonces qui pourront Oui. être faites et à une meilleure connaissance des Oui. restitutions sur ce débat et surtout, qu'est-ce qui s'engage pour notre pays? Et notamment lors d'une émission, donc du coup, rétrospective, vous savez qu'on en fait 2 par an. À très bientôt toute l'équipe. Ah, et à très merci, bientôt au pour la revoir. prochaine Au revoir. émission. Au revoir.